Bien, petite synthèse pour regrouper un petit peu toutes ces théories contradictoires concernant la monnaie. Donc, je vous rappelle, deux visions de la monnaie s'affrontent dans le monde économique, la vision dichotomique et la vision non dichotomique. La vision dichotomique est la plus ancienne. Elle est développée par les classiques et les néoclassiques. La seconde, c'est-à-dire la vision non dichotomique, correspond à la théorie keynésienne. Alors, dans les théories dichotomiques, eh bien, on considère qu'il y a une séparation absolue entre la sphère réelle, l'économie réelle, la production réelle, donc l'activité économique matérielle, si vous préférez, et la sphère monétaire. Donc, l'une n'influence pas l'autre. Ce sont deux sphères qui fonctionnent avec leurs règles et qui sont totalement séparées. Elles analysent, ces théories dichotomiques, les phénomènes monétaires en dehors des phénomènes de l'économie réelle. Puisqu'il n'y a pas d'interrelation entre les deux mondes, eh bien, on peut les étudier séparément. Ces théories qui sont diverses, et c'est pour ça qu'on parle des théories dichotomiques, concluent généralement à la neutralité de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie n'a aucune influence sur la production de richesse, sur le revenu, elle est totalement indépendante, et donc cette neutralité de la monnaie, il faut retenir cette formule, eh bien, signifie finalement que la monnaie n'est qu'un voile sur l'économie réelle. Donc, encore une fois, aucune capacité à interférer, à influencer ce qui se passe au niveau de la production de richesse. Alors, ces théories vont être très largement admises et acceptées, puisque ce sont des théories qui vont être couramment admises à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire que déjà, au niveau des mercantilistes et des physiocrates, on a les premières visions de ces théories dichotomiques, et puis jusqu'au XXe siècle, j'allais dire presque jusqu'au XXIe siècle, puisqu'évidemment il y a encore des tenants de cette théorie. Alors il va y avoir une petite parenthèse dans cette longue histoire, dans cette universalité de la vision dichotomique de la monnaie, ça va être évidemment la parenthèse keynésienne, qui va remettre considérablement en cause ce type de théorie. C'est donc la conception de la monnaie commune aux mercantilistes, physiocrates, classiques et néoclassiques. Donc, encore une fois, partagée par une grande partie des écoles de pensée économique. La version la plus connue de cette analyse, et que nous allons analyser d'un peu plus près, nous aussi, c'est la théorie quantitative de la monnaie. Alors, à côté de ça, je vous ai dit une exception dans l'histoire de la pensée économique, une exception assez large, donc une théorie inverse, dite non dichotomique, et qui va être présentée par John Maynard Keynes. Alors, quel est le point de départ de cette théorie non dichotomique ? Eh bien, la monnaie est à considérer comme un objet économique à part entière. Donc, comme tous les objets économiques, eh bien, elle va avoir des fonctions, des rôles particuliers. Ces théories non dichotomiques refusent de séparer l'analyse de l'économie réelle et celle des phénomènes monétaires. Ça veut dire que la monnaie, à un moment donné, où le comportement que va engendrer des variations sur la monnaie, eh bien, va avoir des conséquences sur la production de richesse et ou sur la répartition des revenus. Donc il y a un lien direct entre phénomènes monétaires et phénomènes de l'économie réelle. Les phénomènes monétaires sont donc en mesure d'influencer l'activité économique. Alors, on peut le pressentir. Prenons juste un exemple. Il est évident que de libérer du crédit, de libérer de la création monétaire, donc c'est vraiment un phénomène monétaire. Je provoque l'expansion de la masse monétaire. On sait très bien que cette expansion du crédit va permettre de financer davantage d'investissements, davantage de consommation, et donc va participer à la relance de l'activité économique. Donc on voit bien qu'un phénomène monétaire peut être à l'origine d'une variation de la production de richesse. Ce sont des choses que l'on sent intuitivement. Il va falloir effectivement que Keynes arrive à le démontrer.
Cette vision de la monnaie donc va s'imposer au XXe siècle hein, avec Keynes. Et aujourd'hui, cette vision, elle perdure. Hein, et donc, il y a une coexistence effectivement de ces théories. Et il y a des néoclassiques qui utilisent certains apports de la théorie keynésienne pour enrichir leur propre vision de la monnaie. Hein. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un croisement enrichissant entre théories dichotomiques et théories non dichotomiques. Donc partagé par les keynésiens aujourd'hui, les marxistes, oui, qui ont aussi une vision très globale de la monnaie, et certains néoclassiques qui aujourd'hui travaillent eh bien, sur les modèles macroéconomiques et donc prennent les hypothèses keynésiennes en compte. Alors à retenir sur ce combat à mort entre les deux théories, donc deux visions de la monnaie s'affrontent. La vision dichotomique et non dichotomique. La première est la plus ancienne, la plus développée, la plus partagée, hein, puisque en partant des physiocrates, en passant par les mercantilistes, les classiques, et en aboutissant aux néoclassiques, dont la pensée la plus évoluée, celle de Milton Friedman, eh bien, tous ces courants-là et tous ces auteurs partagent cette vision dichotomique. La seconde correspond à la théorie keynésienne, hein, et ensuite toute la pensée dans la mouvance du keynésianisme. Alors, les libéraux pensent que la monnaie n'a aucune influence sur l'activité économique, hein, elle est neutre, c'est un voile. D'où l'origine, encore une fois, de théories dichotomiques. Une élaboration célèbre de cette théorie est la théorie quantitative de la monnaie, qui a été présentée, dont le principe a été présenté pour la première fois par Jean Bodin, hein, et qui a été formalisé plus tard par Irving Fisher, par sa célèbre équation MV égale PT. Un petit peu plus loin dans le temps, Milton Friedman et les monétaristes vont, à partir de cette théorie quantitative, montrer que la politique monétaire de relance, d'inspiration keynésienne, est inefficace, et on pourrait même rajouter, plus qu'inefficace. Inefficace, c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas ses objectifs, mais on a vu qu'en plus, elle introduisait des nouveaux dysfonctionnements. Donc elle est nuisible. Inefficace et nuisible. Une des explications essentielles de cette inefficacité, eh bien, c'est qu'elle se heurte aux anticipations des agents. Hein, et du fait des anticipations des agents, eh bien, la politique monétaire est vouée à créer de l'inflation. Hein, et ce sera, pour Friedman, sa seule conséquence. Alors Keynes, bien au contraire, met en évidence les différents motifs de préférence pour la liquidité, hein, et donc présente une nouvelle théorie de la demande de la monnaie. Donc la monnaie est demandée pour un motif de transaction, ou bien pour un motif de précaution, ou encore enfin pour un motif de spéculation. La demande de monnaie, comme l'activité économique d'une manière générale, eh bien, sont très sensibles au taux d'intérêt, puisque, effectivement, la demande de monnaie, la partie motivation-spéculation, est directement liée au niveau des taux d'intérêt. Par ailleurs, l'offre de monnaie destinée à rencontrer la demande, là aussi, il y a une innovation majeure dans la théorie keynésienne, puisqu'il considère que cette offre de monnaie, faite par les banques centrales, est totalement discrétionnaire, hein, et que cette offre de monnaie, elle peut notamment jouer directement ou indirectement sur le niveau des taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt n'est plus, comme dans la théorie néoclassique, un prix d'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Hein, puisque le taux d'intérêt devient l'outil, en quelque sorte, de la politique monétaire. Dans ce cas,
la politique monétaire peut être efficace, soit pour relancer l'activité économique, soit pour la freiner en cas d'inflation. Bref, dans ce qu'on appelle d'une manière générale les politiques contracycliques, c'est-à-dire qui vont contrer la tendance du cycle, hypercroissance, on freine pour une légère récession, c'est contracyclique, et quand on est en récession, on accélère pour faire repartir la croissance. C'est donc bien contracyclique. Voilà, eh bien, écoutez, je crois que vous savez l'essentiel sur la théorie monétaire, en tous les cas en ce qui concerne la théorie quantitative et la théorie keynésienne. Je vous remercie. Alors, à retenir sur ce combat à mort